Nous étions 4 amis, unis par le goût de l'aventure et une envie irrépressible de sortir de notre routine. Cette fois, c'est Hugo qui avait choisi notre destination, une forêt reculée, à plusieurs heures de route de la civilisation. Tu verras, c'est magnifique, avait-il dit, sourire aux lèvres. Pas de réseau, pas de bruit, juste nous et la nature. Nous sommes arrivés en fin d'après-midi, après avoir emprunté un sentier étroit et poussiéreux qui semblait ne jamais finir. La forêt était dense, presque oppressante, mais d'une beauté sauvage. Les arbres se dressaient comme des géants silencieux, leurs cimes se mêlant pour former un plafond naturel qui tamisait la lumière du soleil. Une rivière serpentait non loin, son murmure constant ajoutant une touche de sérénité au décor. La première tâche était de monter le camp. Hugo et Émilie s'occupaient des tentes, tandis que Lucas et moi cherchions du bois pour le feu. Tout semblait si paisible. Les oiseaux chantaient, et le vent jouait doucement avec les feuilles. Ce calme m'apaisait autant qu'il m'inquiétait, mais je n'ai rien dit. Après tout, c'était exactement ce que nous cherchions, une parenthèse loin du monde. Quand la nuit est tombée, nous nous sommes rassemblés autour du feu. Les flammes dansaient, projetant des ombres mouvantes sur les troncs d'arbres. Lucas a commencé à raconter une de ces histoires de fantômes qu'il aimait tant, mais ses efforts pour nous faire peur se heurtaient à nos éclats de rire. Émilie, toujours pragmatique, lui a lancé. « Arrête, Lucas. La seule chose dont on devrait avoir peur ici, ce sont les moustiques. » Pourtant, quelque chose m'a frappé à ce moment-là. Ce n'était pas le froid qui commençait à s'installer ou l'obscurité qui semblait engloutir la forêt. Non, c'était ce silence étrange, ce moment où les sons habituels de la nature semblaient suspendus. Les oiseaux s'étaient tus depuis longtemps. Mais même les grillons, qui habituellement remplissaient la nuit de leur chant incessant, semblaient avoir disparu. J'ai hésité avant d'en parler. Peut-être que je me faisais des idées, que c'était juste mon imagination. Mais ce silence, aussi court soit-il, m'a laissé une sensation désagréable, comme un poids sur la poitrine. J'ai balayé l'idée d'un geste de la main et me suis reconcentré sur la conversation. Ce n'était que la première nuit. La première nuit s'était déroulée sans encombre, ou presque. Ce silence étrange, je l'avais vite oublié, mettant ça sur le compte de la fatigue ou de mon imagination. Mais le lendemain matin, alors que nous rangions les restes du feu et préparions nos affaires pour explorer les environs, j'ai remarqué qu'Hugo était inhabituellement silencieux. « Quelque chose ne va pas ?» lui ai-je demandé, essayant de capter son regard. Il haussa les épaules avant de murmurer. « Tu n'as pas remarqué hier soir? Les grillons. Ils ont arrêté de chanter pile à minuit. » J'ai eu un frisson. Il avait donc ressenti la même chose que moi. « C'est normal, non ?» ai-je répondu, essayant de minimiser l'étrangeté de la situation. Les animaux nocturnes ont des cycles, peut-être que, je sais pas, c'est naturel. Émilie, qui avait entendu notre échange, éclata de rire. Vous deux, vous regardez trop de films d'horreur. Je suis sûr que c'est juste une coïncidence. Et puis, qui écoute les grillons à minuit? Lucas, toujours prêt à en rajouter, plaisanta. Peut-être qu'ils font une pause pour prier leur dieu grillon. Son imitation exagérée d'un rituel tribal nous fit tous rire, dissipant l'atmosphère lourde. Mais Hugo n'était pas convaincu. Tout au long de la journée, il sembla distrait, lançant des regards nerveux autour de lui. Moi aussi, j'essayais de ne pas y penser, mais l'idée restait en arrière-plan, comme une démangeaison qu'on ne peut ignorer. La nuit suivante, à la suggestion d'Hugo, nous avons décidé de vérifier son observation. À mesure que l'obscurité tombait, une tension presque palpable s'installait entre nous. Le feu crépitait doucement, et pour une fois, nous étions silencieux, chacun perdu dans ses pensées. À 11h55, le chant des grillons et des insectes était toujours aussi fort, un fond sonore constant qui semblait envelopper toute la forêt. Mais quand l'horloge sur le téléphone d'Émilie indiqua minuit, tout s'arrêta. C'était immédiat. Pas une diminution progressive, pas une transition douce. Un silence absolu, presque artificiel, qui donna l'impression que le monde entier retenait son souffle. Nous nous sommes regardés, incrédules. Même Émilie, habituellement sceptique, semblait troublée. Hugo murmura. « Tu vois, je vous l'avais dit. » Le silence était si lourd que le moindre mouvement semblait le briser. Même le crépitement du feu paraissait étouffé. Lucas, qui d'ordinaire avait toujours une remarque sarcastique à faire, ne dit rien. Il observait les arbres autour de nous, ses yeux plissés comme s'il essayait de discerner quelque chose dans l'obscurité. Puis, doucement, comme si la forêt relâchait son souffle, le chant des grillons reprit, exactement à minuit une. Nous restâmes assis en silence un long moment, trop perturbés pour plaisanter ou même parler. Quelque chose n'allait pas, et nous commencions à peine à le comprendre. La deuxième nuit m'avait laissé une sensation étrange, comme si nous avions franchi une limite invisible, quelque chose qu'il aurait mieux valu ne pas remarquer.
Même Émilie, d'ordinaire si rationnelle, semblait moins confiante. Nous avions passé la matinée à explorer les environs, mais une tension sourde s'accrochait à nous. Hugo, toujours le plus curieux, n'arrêtait pas de parler de ce silence. C'est pas normal, ce truc. Une coïncidence, ça n'arrive pas 2 fois. Lucas, pour détendre l'atmosphère, proposa d'organiser une petite expédition la nuit suivante. On suit le silence. Peut-être qu'on découvrira une grotte secrète ou un trésor. Son ton plaisantin me mit mal à l'aise, mais les autres semblaient partants. J'aurais voulu refuser, rester au camp, mais je savais que je ne supporterais pas de rester seul. Quand la nuit est tombée, nous avons attendu le moment fatidique. À 11h59, nous étions assis près du feu, chacun tenant une lampe torche et écoutant attentivement. Le chant des grillons s'élevait, monotone et rassurant. Puis, à minuit pile, tout s'arrêta. Cette fois, ce silence semblait plus profond, plus lourd, comme s'il englobait non seulement la forêt, mais nous aussi. Hugo murmura « Allez, on y va ». Ses paroles semblaient déplacées, presque agressives, dans cette quiétude oppressante. Nous avons marché en file indienne, Hugo en tête, moi juste derrière lui. Nos pas faisaient craquer les branches et bruisser les feuilles, des sons qui semblaient étrangement amplifiés dans ce vide sonore. Nous avancions prudemment, balayant les alentours de nos lampes, mais tout semblait figé, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. C'est Lucas qui a vu les marques en premier. Regardez ça! Il éclairait un arbre dont l'écorce portait des entailles profondes, organisées en motifs incompréhensibles. Des cercles, des lignes entrecroisées, et quelque chose qui ressemblait à un œil. Un liquide sombre suintait encore des gravures, dégageant une odeur métallique, presque de sang. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Émilie, sa voix tremblante. Aucun de nous ne répondit. Ces marques n'étaient pas naturelles, et elles n'étaient pas anciennes. Puis, nous avons entendu quelque chose. Pas un son habituel, pas un animal. C'était un mouvement, discret mais calculé, comme si quelque chose se glissait entre les arbres sans faire le moindre bruit. Hugo fit signe d'éteindre nos lampes, et nous nous retrouvâmes dans l'obscurité totale, à peine éclairés par la lueur lointaine de la lune. Le silence était presque insupportable maintenant. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que les autres pouvaient l'entendre. Je sentais quelque chose, une présence, nous observer. Et c'est alors que je l'ai vue. Une silhouette, immense et tordue, à peine visible dans l'obscurité. Elle ne bougeait pas, mais je savais qu'elle était là, tapie entre les arbres, attendant quelque chose. Un bruit, peut-être. C'est Lucas qui rompit le silence, sans le vouloir. En reculant, il marcha sur une branche morte. Le craquement résonna comme un coup de tonnerre. Et c'est là que tout bascula. Le craquement de la branche semblait avoir brisé une sorte de barrière invisible. En un instant, la silhouette que j'avais aperçue se mit à bouger. Pas comme un animal ou un humain, mais par saccades, des mouvements rapides et irréguliers, presque comme si elle apparaissait et disparaissait à chaque battement de cils. Hugo chuchota fébrilement. « Courez !» Ce mot, à peine audible, déclencha une explosion de panique. Nous avons tous commencé à courir à travers la forêt, nos lampes torchées vacillant dans toutes les directions. Mais ce qui me glaça le sang, c'était le silence. Malgré nos pas précipités, les branches brisées et nos respirations haletantes, tout semblait étouffé, comme si le monde autour de nous refusait de produire le moindre son. Je jetai un coup d'œil derrière moi et la vis de nouveau. La créature, cette chose, était là, à quelques mètres à peine. Sa forme était indéfinie, changeante, comme si elle se déformait en fonction de la lumière. Ses membres semblaient trop longs, ses mouvements impossiblement fluides dans cette absence totale de bruit. « Par là !» cria Émilie, pointant une direction avec sa lampe. Nous suivîmes son mouvement, mais la créature était rapide. Trop rapide. À chaque instant où nous faisions le moindre bruit, le frottement d'un sac, le claquement d'une branche, elle se rapprochait, comme si elle se nourrissait de ces sons. Lucas trébucha, tombant lourdement sur le sol. Il se mit à crier, mais son cri fut coupé net. Pas étouffé, pas masqué par le silence, simplement absent. Nous nous sommes arrêtés, figés d'horreur, alors que la créature fondait sur lui. Elle bougeait à une vitesse inimaginable, et, en une fraction de seconde, il disparut dans l'obscurité. Pas un bruit, pas un souffle, comme si Lucas n'avait jamais existé. « Il faut qu'on reste silencieux » murmura Hugo, sa voix à peine un souffle. Elle n'aime pas le bruit, mais elle en a besoin pour bouger. Nous étions terrifiés, mais ses paroles semblaient faire sens. Nous nous sommes regroupés, essayant désespérément de ne plus faire de bruit, de contrôler nos pas, nos respirations, nos tremblements. Mais c'était presque impossible. Chaque mouvement, chaque geste était un potentiel signal pour elle. À un moment, Émilie laissa échapper un sanglot,
un son si faible qu'il aurait été inaudible en temps normal. Pourtant, cela suffit. La créature apparut à quelques mètres seulement, ses yeux, ou ce qui semblait être des yeux brillants dans l'obscurité, fixés sur nous. C'était comme si elle jouait avec nous, prenant son temps, savourant chaque instant de notre peur. Nous avons continué à avancer, en silence, en retenant nos larmes et nos cris, mais je savais que c'était une question de temps avant que l'un de nous commette une erreur fatale. Nous avancions à tâtons dans la forêt, engloutis par l'obscurité, nos lampes éteintes pour éviter d'attirer la créature. Le silence pesait lourdement sur nos épaules, comme une présence vivante, une cage invisible qui rétrécissait autour de nous. Chaque pas demandait une concentration extrême, éviter les feuilles mortes, les branches, tout ce qui pourrait produire le moindre bruit. Hugo ouvrait la marche, son visage figé dans une expression de terreur contenue. Émilie était derrière moi, ses doigts agrippant la manche de mon manteau, ses tremblements impossibles à dissimuler. Chaque seconde semblait interminable, chaque mouvement à risque de condamner ce qu'il restait de nous. Puis cela arriva. Une erreur. Une simple maladresse. Mon pied heurta une pierre qui roula contre une racine, émettant un bruit sourd. Ce son, pourtant insignifiant en d'autres circonstances, résonna dans ce silence comme un coup de tonnerre. Elle était là, immobile à quelques mètres, la créature nous fixait. Sa silhouette se tordait et se déformait, ses membres s'étirant dans des angles impossibles. Je pouvais sentir son regard, bien que ses yeux soient dissimulés dans une obscurité insondable. Elle se mit à bouger, lentement cette fois, comme pour savourer notre angoisse. Hugo murmura presque inaudiblement. « Courez quand je vous le dis. Je vais l'éloigner. » Avant que nous puissions protester, il attrapa une grosse branche au sol et la lança de toutes ses forces dans une direction opposée. Le bruit de l'impact fut suffisant. La créature pivota brutalement et s'élança vers la source du son, disparaissant entre les arbres. « Allez, maintenant !» Hugo hurla, sa voix brisant le silence pour la première fois depuis des heures. Émilie et moi nous mîmes à courir, le cœur battant à tout rompre. Derrière nous, j'entendis le cri d'Hugo se couper net, suivi d'un silence encore plus oppressant, comme si la forêt avait absorbé son dernier souffle. Nous courions sans réfléchir, guidés par l'instinct de survie, jusqu'à ce que la lumière pâle de la lune révèle enfin une clairière. La route n'était plus très loin. J'entendis Émilie sangloter doucement derrière moi, mais elle continuait de courir. Je ne savais pas si elle pleurait pour Hugo, pour Lucas, ou simplement parce qu'elle avait survécu jusque-là. Peut-être un peu des trois. Quand nous avons finalement atteint la route, nous nous sommes effondrés, à bout de souffle, le silence de la forêt toujours présent derrière nous. Mais ce n'était pas fini. Même ici, loin des arbres, j'avais l'impression que le silence nous suivait, qu'il s'insinuait dans nos pensées, dans nos corps. Émilie murmura, « Elle est toujours là. Tu l'entends? Toi aussi. » Et je l'entendais. Ou plutôt, je n'entendais rien. Le même silence oppressant, pesant, s'accrochait à moi, comme une ombre invisible. Depuis cette nuit, je ne supporte plus le silence. Le moindre moment de calme est un rappel de cette forêt, de cette créature. Je ne sais pas si elle est encore là, quelque part, à attendre. Mais parfois, au milieu de la nuit, quand tout devient étrangement calme, je retiens mon souffle. Parce que je sais, le silence est son terrain de chasse. Nous avions décidé, mon frère Raphaël et moi, de partir camper sur une vieille piste peu fréquentée, cachée au cœur d'une forêt dense. L'idée venait de lui. Après des années de disputes et de malentendus, il voulait qu'on se rapproche, qu'on redevienne des frères, comme il disait. Moi, Lucas, j'étais sceptique. Ce genre d'effort me paraissait vain. Mais j'ai accepté, peut-être par curiosité, peut-être parce que, malgré tout, j'espérais qu'il ait raison. La forêt nous accueillit avec un silence étrange, comme si elle avalait tous les bruits. Les arbres, immenses et anciens, s'élevaient si haut qu'ils formaient une voûte naturelle, bloquant presque toute la lumière du soleil. L'air était humide, chargé d'une odeur de terre et de bois pourri. Le chemin que nous empruntions était accidenté, couvert de pierres glissantes et de racines noueuses. Plus nous avancions, plus je sentais une oppression, un poids invisible sur ma poitrine. Raphaël, lui, semblait à l'aise. Il plaisantait, lançait des commentaires sur les paysages, essayait de détendre l'atmosphère. Mais moi, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder autour de moi, d'observer les ombres qui semblaient s'étirer et se mouvoir avec le vent. Ce n'était peut-être que mon imagination, mais j'avais l'impression que la forêt nous observait. « Tu vas arrêter de faire cette tête ?» dit Raphaël, un sourire moqueur aux lèvres. « C'est juste une forêt, Lucas. » Je n'ai pas répondu. Quelque chose me dérangeait profondément ici, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Nous avons finalement trouvé un endroit où installer le camp.
Une petite clairière, entourée d'arbres si serrés qu'on se sentait comme pris au piège. Raphaël monta la tente pendant que je rassemblais du bois pour le feu. Chaque craquement de branche sous mes pieds me faisait sursauter. « Tu devrais vraiment te détendre » lança-t-il à nouveau, riant doucement. « C'est exactement pour ça que je voulais qu'on vienne. Tu es toujours aussi tendu. Ici, on est loin de tout, juste toi et moi. Pas de stress, pas de problème. Profite un peu. » Je voulais y croire. Je voulais croire qu'on pourrait laisser nos différends derrière nous, oublier les disputes, les reproches. Mais cette forêt, elle semblait presque vivante, et pas dans le bon sens. « Ce lieu ne me plaît pas, murmurai-je finalement, en regardant les arbres sombres. Raphaël haussa les épaules. « Tu dis ça parce que tu n'es pas habitué. Ce soir, autour du feu, tu verras. Ça va être bien. » Mais au fond de moi, je savais que ce sentiment ne s'estomperait pas. Cette forêt avait quelque chose d'étrange, de dérangeant. Et je n'avais encore aucune idée de ce qui nous attendait. La nuit tomba rapidement, comme si quelqu'un avait tiré un rideau noir sur la forêt. Le crépitement du feu que Raphaël avait allumé résonnait dans le silence oppressant. Nous étions assis autour des flammes vacillantes, échangeant quelques mots, mais la conversation n'avait rien de naturel. Un malaise persistait, comme une ombre entre nous. Raphaël, toujours fidèle à lui-même, essayait de détendre l'atmosphère. Il raconta une vieille histoire de famille, mais je l'écoutais à peine. Mes yeux étaient fixés sur l'obscurité, là où la lumière du feu ne pouvait pas atteindre. Les arbres semblaient se resserrer, leurs silhouettes formant des formes indistinctes. Le silence autour de nous n'était pas normal. Pas de cris d'oiseaux nocturnes, pas de bruissement de feuilles. Rien. Puis, nous l'avons entendu. Un son faible au début, presque imperceptible. Un sanglot. Une femme qui pleurait quelque part dans la forêt. Mon corps tout entier se figea, mes poils se dressant sur ma peau. Je regardai Raphaël, qui fronçait les sourcils, l'air confus. « Tu as entendu ça » murmurai-je. Il hocha la tête, tendant l'oreille. Le sanglot continuait, doux mais déchirant, comme si la personne souffrait d'une douleur insupportable. « Ça doit être quelqu'un, » dit-il finalement. « Peut-être une randonneuse qui s'est perdue. » Je secouai la tête, mal à l'aise. Pourquoi quelqu'un serait ici? Cette piste est abandonnée. Le sanglot s'interrompit soudainement, comme s'il avait été coupé net. Nous échangeâmes un regard, et pendant quelques secondes, le silence revint. Mais alors que Raphaël ouvrait la bouche pour dire quelque chose, le sanglot reprit. Cette fois, il venait d'une direction différente, plus proche. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » murmura Raphaël, visiblement déstabilisé. Je me levai instinctivement, balayant la forêt avec ma lampe de poche. La lumière semblait se heurter à un mur d'ombre, incapable de pénétrer la densité des arbres. « On devrait aller voir » dit Raphaël, en se levant à son tour. « Non » répondis-je immédiatement, la peur nouant ma gorge. Ça ne me paraît pas normal. » Mais Raphaël n'écoutait pas. Il attrapa la lampe de poche qu'il avait posée près de son sac et commença à avancer vers les arbres. « Si quelqu'un a besoin d'aide, on ne peut pas juste l'ignorer » lança-t-il par-dessus son épaule. Je le suivis à contre-cœur, chaque fibre de mon corps criant de ne pas bouger. Le sanglot semblait s'éloigner à mesure que nous avancions, comme s'il jouait avec nous. Nous marchâmes quelques minutes, mais la sensation que quelque chose n'allait pas ne faisait que grandir. Puis, le sanglot s'interrompit à nouveau, plongeant la forêt dans un silence lourd. Je me retournai vers Raphaël, qui s'était arrêté net. « Lucas » murmura-t-il, en pointant du doigt quelque chose devant nous. Ma lampe de poche éclaira la scène, et mon cœur s'arrêta. Suspendu à une branche basse, il y avait un morceau de tissu, déchiré, flottant doucement au vent. Ce n'était pas juste une pièce de vêtement. C'était une chemise, suspendue de manière étrange, comme si elle imitait la forme d'un torse humain. Et ce n'était que le début. Le vent soufflait plus fort à mesure que nous nous enfoncions dans la forêt, les arbres craquant sous la pression de la brise. Le sanglot, qui semblait se déplacer comme une ombre insaisissable, s'était tu une fois de plus, mais l'inquiétude persistait. Chaque pas que nous faisions semblait lourd, comme si le sol lui-même refusait de nous laisser partir. « Il faut qu'on trouve d'où ça vient » dit Raphaël, une détermination étrange dans la voix, comme si l'idée de simplement fuir ne lui effleurait même pas l'esprit. Je le suivais à contre-cœur, mes yeux scrutant les alentours à chaque bruit, chaque mouvement. La lumière de nos lanternes dansait sur les troncs des arbres, créant des ombres qui se tordaient et se reconfiguraient sans cesse. Les branches semblaient se refermer sur nous, nous emprisonner dans une toile invisible. Au bout d'un moment, alors que nous avancions sans parler, j'entendis un bruit. Un léger froissement, comme si quelque chose effleurait les feuilles mortes au sol. Je m'arrêtai, le cœur battant à tout rompre, et jetai un regard furtif autour de moi. Rien. Raphaël,
Lui, ne s'arrêta pas. Il continua d'avancer, aveuglé par sa propre curiosité. « C'est peut-être plus près que tu ne crois, » dit-il, sans se retourner. « Peut-être qu'on va enfin comprendre ce qui se passe ici. » Mais au fur et à mesure que nous progressions, des détails étranges commencèrent à se manifester. Des morceaux de vêtements, comme ceux que nous avions vus plus tôt, flottaient maintenant sur les branches des arbres. Des chemises, des pantalons, des robes, tous pendus de manière désordonnée, mais d'une manière qui leur donnait une forme presque humaine. Je n'avais pas le courage de les regarder trop longtemps. Les vêtements semblaient usés, décolorés, comme s'ils avaient été là pendant des années, mais ce qui me perturbait le plus, c'était l'aspect des manches et des jambes des pantalons. Ils étaient légèrement tendus, comme si une forme invisible les habitait. « Tu vois ça, Raphaël » demandai-je, la voix tremblante. Il tourna enfin la tête vers moi, ses yeux se fixant sur les vêtements suspendus. Un frisson parcourut son corps. « C'est étrange. » Il s'approcha de l'un des pantalons suspendus et le toucha du bout des doigts. Dès qu'il entra en contact avec le tissu, un vent glacial souffla soudainement autour de nous, comme si la forêt elle-même réagissait à notre présence. Le vent se leva si violemment que j'eus du mal à garder la lampe de poche stable. La lumière vacilla, puis s'éteignit brusquement, plonge tout dans l'obscurité. Un cri perça alors le silence. Un cri de femme, déchirant, désespéré. Il venait de très près, juste au-delà de la lumière de nos lanternes. « Raphaël » hurlai-je. Il ne répondit pas immédiatement. Le vent se calma un instant, et je distinguai à peine sa silhouette. Puis, il se tourna lentement, un regard troublé dans les yeux. « Lucas, je crois qu'on n'est pas seul. » Un frisson glacé parcourut tout mon corps. Je voulais fuir, mais quelque chose me retenait. Ce cri, il résonnait dans mes entrailles, comme si chaque note, chaque lamento, m'envahissait. Et tout à coup, je compris. Ce n'était pas la femme qui nous appelait. C'était quelque chose d'autre qui nous attirait, qui nous attendait dans les ténèbres. Le cri s'éteignit aussi soudainement qu'il était venu, laissant un silence lourd et oppressant derrière lui. Nous restâmes immobiles, figés, comme si chaque mouvement risquait d'attirer l'attention de l'entité qui nous observait. L'air était glacial, et je pouvais sentir mes doigts engourdis, ma respiration haletante dans la nuit noire. « Qu'est-ce que c'était » murmurai-je, ma voix tremblant presque de peur. Raphaël, de son côté, semblait hésiter. Il regardait autour de lui, les yeux écarquillés, comme s'il essayait de percer l'obscurité qui nous engloutissait. Finalement, il brisa le silence, d'une voix à peine audible. « Je ne sais pas, mais il faut qu'on parte d'ici. Maintenant » Mais alors que nous nous préparions à rebrousser chemin, un autre détail capta mon attention. Quelque chose brilla faiblement dans l'obscurité, au loin, entre les troncs des arbres. Ma lanterne clignotait faiblement, et je pointai la lumière vers cette étrange lueur. Ce n'était pas une simple lueur d'insecte ou de lumière naturelle, mais quelque chose de plus sinistre. Je me dirigeai lentement vers elle, mon cœur battant plus fort à chaque pas. Nous nous approchâmes d'un grand arbre, et c'est là que je le vis. D'abord, il n'y avait qu'un simple vêtement suspendu à une branche, puis d'autres, formant une sorte de décor macabre. Des chemises déchirées, des vestes, des pantalons, tous pendus de manière parfaitement ordonnée. Mais ce qui me glaça le sang, ce n'était pas seulement l'état des vêtements, c'était leur forme. C'était comme si quelqu'un avait pris soin de les disposer de manière à ce qu'ils imitent les contours d'un corps humain. Une silhouette, grotesque et déformée, suspendue dans l'air. « Raphaël, regarde ça » soufflai-je, la voix étranglée par la terreur. Raphaël se tourna lentement, et ses yeux se posèrent sur les vêtements. Un frisson traversa son corps, et il recula d'un pas. « Ce n'est pas possible, ce n'est pas humain, » dit-il, sa voix brisée. Je pouvais à peine respirer, la peur m'envahissant. Puis, une pensée glaciale me traversa l'esprit. Pourquoi ces vêtements étaient-ils là? Pourquoi étaient-ils disposés de cette manière? Ce n'était pas simplement un décor morbide. C'était un message, une signature. Alors que nous nous tenions là, figés, une nouvelle lueur attira mon attention. Cette fois, elle venait de l'autre côté, encore plus proche. Mais ce n'était pas un vêtement, ni une branche. C'était une paire d'yeux, brillants, fixés sur nous dans l'obscurité. Ils étaient là, immobiles, comme des yeux d'un prédateur tapis dans les ombres. Mon cœur s'arrêta. Raphaël s'immobilisa également. Nous étions pris au piège, entourés, et la forêt semblait se refermer sur nous. Les yeux brillaient de plus en plus, se rapprochant à chaque seconde. L'atmosphère était lourde, presque tangible. Puis, une silhouette se dessina lentement, se déplaçant entre les arbres, déformée, incertaine, mais inhumaine. Je n'eus pas le temps de réagir.
Un cri perça la nuit, un cri si strident que je crus que mes tympans allaient éclater. Un cri de douleur et de rage. Et dans l'instant suivant, tout s'éteignit. Les vêtements suspendus dans l'arbre se balançaient désormais au rythme d'un vent que je ne pouvais pas sentir, et la silhouette, cette silhouette sinistre, se tenait désormais juste derrière nous. Le monde autour de nous s'effondra. La silhouette, celle que nous avions aperçue entre les arbres, se tenait désormais juste derrière nous, dans l'obscurité totale. Son corps semblait flou, changeant, une masse informe faite d'ombre et de lumière. Mais il y avait quelque chose de terrifiant dans sa présence, une lourdeur dans l'air, comme si tout l'espace autour de nous était saturé d'une énergie malveillante. Je sentis un frisson glacé parcourir mon dos. Un vent glacial soufflait soudainement, glacé, presque comme si l'entité avait manipulé l'air elle-même. La lumière de ma lanterne vacillait et mourut dans une explosion de lumière aveuglante, me plongeant dans le noir total. Mes yeux s'ajustèrent lentement, mais la silhouette restait là, au centre de mes pensées, une vision omniprésente. Je n'avais plus aucune idée de la direction dans laquelle nous devions fuir. L'obscurité semblait engloutir tout, nous emprisonner dans cette forêt maudite. « Raphaël, on doit partir. Maintenant !» criai-je, mais ma voix semblait étouffée par le vent qui rugissait autour de nous. Il n'y avait plus de réponse. J'entendis le souffle saccadé de mon frère, mais il semblait avoir perdu sa capacité à parler. J'attrapai son bras, en essayant de l'entraîner dans la direction d'où nous venions, mais il se recula brusquement, les yeux écarquillés d'effroi. « Lucas, regarde !» Je me retournai, et là, dans la lueur vacillante de notre lampe, je vis. Les vêtements suspendus dans les arbres se balançaient maintenant plus violemment, comme s'ils étaient animés par une force invisible. Mais ce n'était pas cela qui m'effrayait le plus. C'était le sol. Les vêtements ne s'étaient pas contentés de rester en place, ils avaient formé un chemin. Un chemin qui menait vers nous. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, les avait disposés délibérément pour nous attirer dans une direction précise. La terreur m'envahit alors, froide et implacable. Nous n'étions pas seuls. La forêt, les arbres, l'air, tout semblait être contre nous. Chaque son, chaque mouvement autour de nous était une menace latente. Sans réfléchir, je saisis fermement le bras de Raphaël et me mis à courir, à travers les arbres, à travers l'obscurité. Le sol semblait se dérober sous mes pieds, les racines me tordaient les chevilles, mais je continuais à courir, avec l'espoir désespéré de quitter ce lieu maudit. Nous foncions dans le noir, mais plus nous courions, plus il nous semblait que la forêt devenait un labyrinthe sans fin. Les arbres se resserraient autour de nous, formant un piège de plus en plus étroit. La terre sous nos pieds se transformait en un terrain mouvant, glissant, comme si la forêt elle-même se rebellait contre notre tentative de fuir. « Lucas, on est perdu !» hurla Raphaël, la peur déformant sa voix. Je ne répondais pas, je n'avais pas de réponse. Je n'avais même pas de direction. Il n'y avait plus de repères. Le chagrin de la femme, le cri de souffrance, la silhouette qui se rapprochait, tout se mêlait dans un tourbillon d'horreur. Finalement, au bout de ce qui me sembla être une éternité, nous parvînmes à un petit espace dégagé. Je pouvais apercevoir, à travers les arbres, la lumière de notre campement, cette petite lueur d'espoir. Mais alors que nous pensons avoir échappé à l'horreur, tout s'arrête brutalement. Le cri perça à nouveau l'air, plus fort, plus proche. Nous nous retournons en panique, mais la forêt est vide. Et là, sur le sol, juste à côté de notre feu éteint, nous trouvons une pile de vêtements. Des vêtements que nous reconnaissons. Ce sont les nôtres. Tout à coup, la prise de conscience me frappa comme un coup de tonnerre. Nous n'avions pas échappé à la forêt. Elle nous avait marqués. Chaque souffle que nous prenions, chaque mouvement que nous faisions, c'était elle qui le dictait. Et ce n'était pas fini. Je pouvais encore entendre le chagrin dans l'air. Cette fois, il était là, juste derrière nous. Nous étions 4, jeunes et un peu téméraires, à vouloir explorer ce vieux campement abandonné dont tout le monde parlait dans la région. Les rumeurs disaient qu'il était déserté depuis des décennies, que des choses étranges s'y étaient produites, mais personne n'avait jamais été clair sur ce que cela signifiait exactement. C'était parfait pour une soirée entre amis, une aventure à la lueur des lampes torchées. Nous sommes arrivés au crépuscule. Les bâtiments délabrés se dressaient comme des carcasses silencieuses, enveloppées par la végétation. Les fenêtres étaient brisées, et les murs portaient des marques de graffitis anciens. Pourtant, ce n'était pas cela qui me mettait mal à l'aise. Il y avait quelque chose dans l'air, une sorte de poids invisible, comme si l'endroit retenait encore des souvenirs qui ne voulaient pas mourir. Après quelques heures à fouiller les cabanes et à rire pour cacher notre nervosité, nous avons décidé de nous poser près d'une vieille clairière, où les restes d'un feu de camp étaient encore visibles.
Les pierres entouraient un cercle noirci, et sous une fine couche de feuilles mortes, un objet a attiré mon attention. C'était un carnet, vieux et abîmé, avec une couverture en cuir craquelé par le temps. Je l'ai ramassé avec précaution, sentant instinctivement que ce n'était pas un simple déchet abandonné là. L'intérieur était encore plus étrange. Les pages étaient couvertes d'une écriture serrée, tremblotante, comme si elle avait été griffonnée dans l'urgence. Certaines pages étaient tachées de brun, probablement du sang séché, mais personne n'a osé le dire à voix haute. Les premières lignes donnaient des instructions. Pas des notes ordinaires ou un journal intime, non. Des règles. La première disait « Éteignez toujours le feu entièrement. Pas une braise, pas un souffle de chaleur ne doit rester. » La deuxième « N'écoutez pas les voix dans l'obscurité. Ne répondez jamais, peu importe ce qu'elles disent. » Les autres règles étaient encore plus bizarres, mais tout était rédigé avec une insistance troublante. Léa, la plus sceptique du groupe, a éclaté de rire. « C'est quoi, ça? Un manuel pour les scouts? » Mais moi, je ne riais pas. En tenant ce carnet entre mes mains, j'avais l'impression qu'il me regardait, qu'il attendait quelque chose de nous. Je n'ai rien dit. À ce moment-là, je pensais encore que ce n'était qu'une coïncidence, un vestige d'un temps révolu. Si seulement j'avais su. La nuit tombait rapidement, et nous avons décidé d'allumer un feu pour chasser l'obscurité qui semblait devenir de plus en plus oppressante. Léa et Thomas s'occupaient de rassembler du bois sec pendant que je m'assurais que le cercle de pierre autour de l'ancien foyer était intact. Le carnet, toujours dans ma poche, semblait peser 1 tonne, comme s'il devenait plus lourd à mesure que la lumière diminuait. « Tu ne vas pas vraiment suivre ces règles stupides ?» m'a lancé Léa avec un sourire moqueur en voyant mon regard préoccupé. Ce n'est qu'un vieux grimoire d'ado gothique. Malgré ces paroles, je sentais une pointe d'inquiétude dans sa voix. Le feu s'est embrasé rapidement, projetant des ombres mouvantes sur les arbres tout autour. Pendant quelques instants, la chaleur et la lumière nous ont rassurés. On a plaisanté, on a mangé des snacks, et on a commencé à oublier l'atmosphère étrange de l'endroit. Mais je ne pouvais pas me détendre. Mon regard retournait sans cesse au carnet posé à côté de moi, ouvert à la page de la première règle. Éteignez toujours le feu entièrement. Alors que la nuit avançait, des choses étranges ont commencé à se produire. J'ai d'abord cru que c'était mon imagination, des ombres qui semblaient bouger entre les arbres, juste à la limite de la lumière du feu. Les autres ne semblaient rien remarquer, mais moi, je sentais une présence. Puis, les sons ont commencé. Au début, c'était subtil, presque imperceptible, le craquement d'une branche, le bruissement des feuilles. Cela pouvait être n'importe quoi, le vent, des animaux. Mais bientôt, les bruits ont pris une cadence plus humaine. Des pas, lourds, venant de la forêt. « Vous entendez ça ?» ai-je chuchoté, mon cœur battant à tout rompre. Thomas a tendu l'oreille, mais il a secoué la tête. « Juste le vent, calme-toi. » Mais ce n'était pas le vent. Je le savais. Et quand j'ai regardé les braises du feu qui dansaient et crépitaient, j'ai eu un frisson. On n'avait pas encore éteint le feu. Et je savais, au fond de moi, qu'on aurait dû le faire dès que la nuit était tombée. Les bruits ont commencé à se faire plus proches, comme si quelque chose ou quelqu'un rôdait autour de nous. Je pouvais sentir la tension monter, même chez Léa, qui essayait encore de plaisanter pour cacher son malaise. Mais lorsque nous avons tous entendu nos noms, murmurés depuis l'obscurité, le silence s'est abattu sur le groupe comme un couperet. « C'est vous qui avez dit ça ?» a demandé Thomas, sa voix tremblante. Personne n'a répondu. Les murmures continuaient, doux mais clairement audibles, venant de différentes directions, comme si nous étions encerclés. Chaque voix imitait parfaitement nos propres intonations, mais elle semblait, distordue, comme un écho mal formé. « Thomas !» Une voix s'est élevée, exactement comme la mienne. « Viens voir, ça suffit !» a crié Léa, en regardant nerveusement autour d'elle. « C'est une blague? Non? Quelqu'un nous suit. Ne répondez pas, ai-je murmuré, la gorge nouée. C'est dans les règles du carnet. » Léa a explosé de rire, un rire hystérique cette fois. « Tu penses sérieusement que ce truc a raison? Ce sont juste des idiots qui veulent nous faire peur. » Et avant que je puisse l'arrêter, elle a crié en direction des bois. « Qui que vous soyez, montrez-vous. » Le silence est revenu, écrasant, lourd. Puis, un cri perçant a déchiré l'air, un son inhumain, mélange de douleur et de rage. Nous nous sommes tous figés, le souffle coupé. C'est alors que les arbres autour de nous ont commencé à se transformer. Leur écorce, auparavant normale, était maintenant gravée de symboles étranges, comme s'ils avaient été brûlés à même le bois. Chaque symbole semblait pulser, émettant une faible lueur rougeâtre. « Je crois qu'on a fait une énorme erreur », a murmuré Clara, qui était restée silencieuse jusqu'à présent. Thomas, visiblement paniqué,
a pointé une lampe torche vers les bois. La lumière a balayé les arbres et s'est arrêtée sur une silhouette. Elle était grande, immobile, presque fusionnée avec l'ombre des troncs. Ses yeux brillaient, non pas comme des yeux humains, mais comme deux braises ardentes. « On doit partir » ai-je dit, ma voix presque inaudible. Mais au fond de moi, je savais que c'était trop tard. Nous avons paniqué. Thomas a pris les devants, clamant qu'il fallait courir, qu'on pouvait rejoindre la voiture si on se dépêchait. Mais quelque chose dans l'air nous retenait, comme si la forêt elle-même nous emprisonnait. Chaque direction semblait différente de celle que nous avions empruntée pour venir. « On doit rester ensemble » ai-je insisté, mais Léa, dans sa panique, a pris un chemin à part. « Léa, reviens » avons-nous crié, mais elle ne s'est pas retournée. En quelques secondes, elle avait disparu parmi les arbres. Les murmures ont repris, plus insistants cette fois, comme un bourdonnement dans nos oreilles. Ils n'imitaient plus seulement nos voix, mais celles de Léa, appelant à l'aide d'un ton désespéré. « Aidez-moi. Par ici. » Clara a commencé à pleurer, serrant ma manche comme si sa vie en dépendait. Nous avons décidé de chercher Léa, bien que tout en moi criait que c'était une erreur. Plus nous nous aventurions dans la forêt, plus les symboles gravés sur les arbres se multipliaient, formant un véritable labyrinthe. Il n'y avait plus de chemin clair. Juste cette obscurité oppressante et les bruits qui nous poursuivaient. Puis, nous avons vu quelque chose. Entre les arbres, une lumière vacillante, comme une lanterne. « Léa » a murmuré Thomas en avançant doucement. Mais la lumière ne bougeait pas. Quand nous nous sommes approchés, nous avons découvert l'horreur. Ce n'était pas Léa. La lumière provenait d'un petit objet suspendu à une branche, une sorte de talisman, une corde tressée entourant un crâne d'animal. Sous la lumière tremblante, nous avons vu qu'il était marqué des mêmes symboles que ceux gravés sur les arbres. En dessous, une page déchirée du carnet était posée sur le sol. Je l'ai ramassée avec des mains tremblantes. Elle décrivait ce qui arrivait à ceux qui ne respectaient pas les règles. Il prenait d'abord les imprudents, ceux qui répondaient, ceux qui osaient défier les avertissements. Mais personne n'était à l'abri une fois que les règles avaient été brisées. C'est alors que nous avons entendu le cri. Léa, ou ce qui ressemblait à sa voix, mais amplifié, déformé, comme si elle venait de toutes les directions à la fois. Thomas a perdu son sang-froid et s'est mis à courir. Clara et moi avons essayé de le suivre, mais il s'est enfoncé dans les ténèbres. Et alors, nous avons compris. Nous étions seuls. La forêt jouait avec nous, et il n'y avait plus aucun moyen de revenir en arrière. Clara et moi étions à bout de souffle, perdus au milieu de cette forêt qui semblait se resserrer autour de nous. Le silence était devenu oppressant, seulement brisé par les battements affolés de nos cœurs et les craquements des feuilles sous nos pieds. Chaque arbre, chaque ombre semblait nous observer, comme si la forêt elle-même était vivante. C'est alors que je l'ai vue. La dernière page du carnet. Elle était posée à même le sol, au centre d'une petite clairière entourée de ces symboles gravés sur les arbres. Elle semblait m'appeler, m'attirer irrésistiblement. « Qu'est-ce que tu fais » a chuchoté Clara en me tirant par la manche, sa voix tremblante. « On doit partir d'ici, maintenant. » Mais je ne pouvais pas. Une force inexplicable me poussait à ramasser cette page. Quand mes doigts ont touché le papier, j'ai senti un frisson glacial traverser mon corps. Les mots étaient écrits à la main, tremblants, comme les autres pages. Mais cette fois, il n'y avait qu'une seule phrase. « Si vous lisez ceci, il est déjà trop tard. » Le sol sous nos pieds a commencé à vibrer, doucement d'abord, puis de plus en plus violemment. Les arbres autour de nous semblaient se tordre, leurs branches s'étirant comme des griffes dans notre direction. Une lumière rougeâtre a commencé à émaner des symboles gravés, illuminant la clairière d'une lueur malsaine. Clara a crié, pointant quelque chose derrière moi. Je me suis retourné juste à temps pour voir une silhouette émerger de l'ombre. C'était grand, bien trop grand pour être humain. Sa peau semblait se fondre dans l'obscurité, et ses yeux brillaient d'une lueur rouge, pareille à celle des arbres. « Courez » a murmuré Clara, mais je savais que cela ne servirait à rien. La créature a avancé d'un pas, et j'ai senti mes jambes céder sous moi. Clara s'est mise à courir, ses cris s'éloignant rapidement dans la forêt. Moi, je suis resté là, paralysé, incapable de détourner le regard. La silhouette s'est penchée vers moi, et à cet instant, j'ai compris. Ce n'était pas une simple légende, ni une malédiction banale. Quelque chose habitait cette forêt, quelque chose d'ancien, de vorace. Nous avions ignoré les règles, et maintenant, nous payions le prix. La dernière chose que j'ai entendue avant que tout ne devienne noir, c'était mon propre nom, murmuré par une voix qui n'était pas la mienne. Nous avions décidé, Julien et moi, de célébrer notre anniversaire de couple d'une manière spéciale cette année. Pas de restaurant bondé, pas de week-end dans des hôtels bruyants.
Juste nous deux, la nature, et le calme d'un camping isolé. Julien avait trouvé l'endroit en parcourant des forums en ligne, un coin apparemment méconnu et parfait pour nous évader. La route pour y arriver était sinueuse, presque désertique, et à mesure que nous nous enfoncions dans la forêt, un léger malaise s'installait en moi. Les arbres semblaient plus hauts, leurs troncs tordus comme si le temps les avait malmenés. Julien, lui, était excité, parlant de la tranquillité du lieu, du ciel étoilé qu'on verrait la nuit. Quand nous avons atteint la clairière, je dois admettre que c'était beau. Un espace dégagé, baigné par la lumière dorée du soleil couchant, entouré de pins majestueux. Pourtant, quelque chose clochait. Ce n'était pas évident, mais il y avait une atmosphère lourde, comme si l'air lui-même était différent ici. « Ça ne te plaît pas ?» m'a demandé Julien en remarquant mon silence. Je lui ai souri faiblement, ne voulant pas gâcher son enthousiasme. « Si, c'est parfait, ai-je menti. » Nous avons monté la tente rapidement, tout en plaisantant sur notre manque d'expérience en camping. Mais à chaque instant, je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil autour de nous. Il n'y avait aucun bruit d'animaux, pas même le chant d'un oiseau ou le bruissement d'un écureuil dans les arbres. Rien que le murmure du vent à travers les branches. Une fois la tente dressée, Julien a allumé un petit feu, et nous avons mangé en regardant le soleil disparaître derrière les arbres. Pourtant, même dans la lumière vacillante des flammes, je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose nous regardait, caché dans l'ombre silencieuse de la forêt. Cette nuit-là, je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant. J'avais rêvé de racines qui s'enroulaient autour de mes jambes, m'entraînant vers le sol. Julien dormait profondément à côté de moi, sa respiration régulière presque rassurante. Pourtant, quelque chose n'allait pas. C'est alors que je l'ai entendu, un grincement sourd, comme du bois qui se plie lentement sous une pression invisible. Je me suis figé, tendant l'oreille. Un autre bruit a suivi, plus proche cette fois. C'était comme si quelque chose se déplaçait dans les arbres autour de nous, mais les sons étaient étranges, presque rythmiques, comme un battement de cœur. « Julien, réveille-toi » ai-je murmuré, ma voix tremblante. Il a grogné, ouvrant à peine les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a ? Écoute » ai-je chuchoté. Il y a eu un autre craquement, plus fort, suivi de ce qui ressemblait à un long soupir venant de la forêt. Julien s'est redressé, maintenant éveillé, et nous avons tendu l'oreille ensemble. « C'est sûrement le vent » a-t-il dit, mais je pouvais entendre l'hésitation dans sa voix. Le bruit s'est amplifié, accompagné de légers chuchotements. Je n'étais pas sûr que Julien les entendait aussi, mais pour moi, ils étaient clairs, comme un murmure indistinct flottant tout autour de la tente. Mon cœur s'emballait. On aurait dû aller à l'hôtel, ai-je plaisanté nerveusement, mais Julien ne riait pas. Il regardait maintenant en direction de l'ouverture de la tente, son corps tendu. Nous sommes restés assis là, dans l'obscurité, pendant ce qui m'a semblé une éternité. Les bruits continuaient, parfois proches, parfois lointains, mais toujours présents. Finalement, après ce qui semblait être une accalmie, Julien s'est recouché, tentant de me rassurer. Ce n'est rien, juste la forêt qui travaille. Je ne pouvais pas fermer l'œil. Chaque craquement, chaque souffle du vent me semblait menaçant, comme si la forêt elle-même essayait de nous avertir, ou de nous piéger. Le lendemain matin, j'ai ouvert les yeux avec une étrange sensation d'étouffement. L'air dans la tente était lourd, oppressant, comme si nous avions dormi sous une couverture trop épaisse. Julien était déjà debout. Je l'entendais marcher à l'extérieur, ses pas écrasant les brindilles et les feuilles mortes. En sortant de la tente, je me suis immédiatement figé. Quelque chose avait changé. La clairière où nous avions installé notre campement n'était plus la même. Les arbres, qui formaient jusque-là un cercle éloigné autour de nous, semblaient s'être rapprochés. « Julien » ma voix tremblait. « Les arbres ? Ils n'étaient pas si proches, hier soir, n'est-ce pas ?» Il s'est tourné vers moi, un sourire forcé aux lèvres. « Tu te fais des idées. Peut-être qu'on n'a pas fait attention hier. C'est juste une illusion, c'est tout. » Mais ce n'était pas une illusion. Les troncs étaient tordus, presque noueux, leurs écorces couvertes de fissures sombres qui semblaient suinter une sève noire. Le sol était différent aussi. Ce qui avait été un tapis d'herbes sèches et de feuilles mortes était maintenant envahi par des racines épaisses qui serpentaient à la surface. Certaines étaient si grandes qu'elles semblaient pousser à vue d'œil. « Regarde ça !» murmura Julien en s'accroupissant près d'une racine particulièrement large. Elle semblait vivante, pas comme une plante, mais comme quelque chose de conscient. Elle palpitait légèrement, comme si un cœur battait à l'intérieur. Je sentais un frisson glacé parcourir ma colonne vertébrale. Tout en moi hurlait de quitter cet endroit, mais Julien ne semblait pas prêt à admettre que quelque chose clochait. Nous avons décidé de marcher autour de la clairière, essayant de comprendre ce qui se passait. Mais à chaque pas,
Je ne pouvais m'empêcher de sentir une présence, comme si ces arbres nous observaient. Le silence était total, à part le bruit de nos propres mouvements. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, rien. Quand nous sommes revenus à la tente, un détail nouveau m'a glacé. Les empreintes que nous avions laissées dans la terre la veille avaient disparu. À leur place, le sol semblait avoir été lissé, comme si quelque chose voulait effacer toute trace de notre passage. Plus la journée avançait, plus l'atmosphère devenait lourde, comme si la forêt elle-même nous enfermait dans son étreinte. Nous avons essayé de rester calmes, de rationaliser ce qui se passait, mais tout semblait prendre une tournure étrange, presque surnaturelle. Les racines, qui étaient déjà impressionnantes, s'étaient allongées durant la journée, s'étendant lentement à travers le sol, se tordant et se repliant comme des serpentins. À un moment donné, en me retournant, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé. Une des racines s'était soulevée du sol, tout doucement, et s'était glissée vers ma cheville. J'ai sauté en arrière, mais la racine s'est repliée dans le sol comme si elle avait été attirée par ma peur. « Julien, il faut qu'on parte, maintenant. » Je sentais une panique monter en moi. Julien m'a regardé, mais il n'a pas dit un mot. Il scrutait la forêt, ses yeux fixés sur un point invisible, un éclat de nervosité dans son regard. « Regarde ça, a-t-il dit enfin, pointant du doigt un arbre au loin. Une sorte d'ombre mouvante semblait se déformer sur son tronc. C'était comme si l'arbre lui-même respirait, ou plutôt, comme si une forme vivante se mouvait à l'intérieur. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait de ma gorge. La forêt était devenue un piège vivant, et nous étions ses proies. « On ne peut pas partir » m'a dit Julien d'une voix basse, presque désespérée. « Les arbres, ils nous enferment. Regarde autour de nous. » En levant les yeux, j'ai vu que les arbres, qui semblaient si éloignés au début, étaient maintenant si proches qu'ils formaient un mur autour de nous. Il n'y avait plus de ciel, plus de lumière du jour. Tout était devenu une mer d'ombre mouvante. Les racines, maintenant épaisses comme des câbles, se déplaçaient lentement sous nos pieds. Elles semblaient vivantes, comme si elles nous cherchaient. Tout à coup, j'ai eu l'impression que la terre sous nous se dérobait, que le sol était en train de se soulever. Une force invisible commençait à nous retenir, comme si la forêt elle-même tentait de nous engloutir. Le sol vibrait légèrement sous mes pieds, et je pouvais entendre un bruit sourd, un grognement profond, provenant du cœur de la forêt. Les arbres n'étaient pas simplement des plantes. Ils étaient vivants, et ils étaient en train de nous piéger. Nous avons couru. Enfin, du moins, nous avons essayé. Julien m'attrapait par le bras, et je pouvais voir dans ses yeux cette même terreur que je ressentais. Les racines bougeaient sous nous, comme si elles avaient une volonté propre, se repliant autour de nos pieds, cherchant à nous saisir. Chaque pas devenait plus difficile, comme si le sol lui-même nous résistait. « On doit trouver une sortie » hurlai-je, mais ma voix se perdit dans l'immensité du silence qui nous entourait. Plus nous avancions, plus la forêt semblait se refermer sur nous. Les arbres se pliaient, leurs branches s'étendant comme des bras longs et déformés, créant des ombres épaisses qui avalaient la lumière. « Je crois qu'on est perdu » dit Julien d'une voix brisée, les yeux écarquillés. Il semblait que la terre elle-même voulait nous engloutir. Tout autour de nous, les racines devenaient plus grosses, plus imposantes, se tordant et se repliant, cherchant à nous envelopper. Dans un dernier effort désespéré, Julien sortit son couteau de poche et commença à trancher une racine qui s'était enroulée autour de sa cheville. Mais la racine semblait se régénérer à une vitesse alarmante, se refermant sur la lame, l'empêchant de couper plus profondément. « Ça ne sert à rien » criai-je, la panique m'envahissant. « Il faut qu'on parte avant qu'il soit trop tard. » Mais où aller? Il n'y avait plus de chemin, plus de visibilité. Nous étions entourés, emprisonnés. C'est alors que je l'ai vu. Un arbre au loin, celui dont nous avions vu l'ombre se mouvoir plus tôt, avait désormais formé quelque chose de bien plus étrange. Un grand œil, comme une fente sombre dans l'écorce, s'était ouvert. Il nous observait, sans cligner, comme s'il attendait que nous fassions un mouvement de plus. Une onde de terreur pure m'envahit. La forêt était vivante, mais plus encore, elle était consciente. Nous étions dans une sorte de piège ancien, un rituel millénaire de la nature elle-même. Julien se tourna vers moi, son visage blême, sa voix à peine audible. « Camille, je crois qu'on ne va pas sortir d'ici. » Un cri perça l'air, un cri étouffé, mais je n'étais pas sûr si c'était le mien ou celui de Julien. Tout s'est précipité, la forêt se refermant autour de nous dans un dernier éclat de lumière éphémère. Lorsque l'équipe de recherche arriva quelques jours plus tard, ils trouvèrent la tente vide, écrasée par des racines gigantesques qui s'entrelaçaient autour d'elle. Il n'y avait aucune trace du couple. Rien, sauf un silence lourd et suffocant, comme si la forêt gardait leur secret, pour toujours.
Nous avions décidé, Pedro et moi, de passer le week-end à camper dans une forêt isolée, loin de l'agitation de la ville. Le silence de la nature et le crépitement du feu de camp nous avaient bercés dans un sommeil profond. Ce matin-là, c'est une sensation étrange qui m'a réveillé. J'ai ouvert les yeux et, à travers les premiers rayons de soleil filtrant à travers les arbres, j'ai vu une nouvelle tente dressée à quelques mètres de la nôtre. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je savais qu'elle n'était pas là la veille. Je me suis assis lentement, essayant de ne pas réveiller Pedro, qui dormait encore paisiblement. Je scrutais cette tente inconnue, me demandant comment elle avait pu apparaître là sans que nous ne nous en rendions compte. Qui pouvait bien l'avoir installée en pleine nuit, sans un bruit? Incapable de contenir mon inquiétude, j'ai doucement secoué Pedro pour le réveiller. « Pedro, réveille-toi, regarde ça. » Il a ouvert les yeux, d'abord confus, puis son regard s'est tourné vers la tente. « Ce n'était pas là hier soir, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, aussi troublé que moi. Nous sommes restés là un moment, figés, observant cette mystérieuse apparition, nos esprits essayant de trouver une explication rationnelle à ce qui se déroulait sous nos yeux. Pedro et moi avons échangé un regard inquiet avant de décider d'aller inspecter la tente mystérieuse. Nous nous sommes levés lentement, chaque pas vers cette tente semblant amplifier le silence oppressant de la forêt. En arrivant devant, j'ai senti une sueur froide couler le long de ma nuque. La tente semblait ordinaire à première vue, mais en y regardant de plus près, nous avons remarqué des détails troublants. Le tissu, bien que propre et en bon état, portait à l'intérieur des marques distinctes, comme si quelqu'un ou quelque chose avait gratté frénétiquement avec ses ongles. Les marques étaient profondes, laissant des traces irrégulières qui s'entrecroisaient dans un chaos inquiétant. Pedro a passé sa main sur les griffures, son visage se figeant dans une expression de malaise. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il, sa voix tremblante. Je n'avais aucune réponse à lui donner. Un sentiment d'angoisse grandissait en moi, rendant l'air autour de nous encore plus lourd. Nous avons échangé un regard, réalisant que ce que nous avions découvert n'avait rien de normal. Cette nuit-là, après avoir passé la journée à discuter de la mystérieuse tente, Pedro et moi avons décidé de rester vigilants. Nous avons renforcé notre feu de camp, espérant que la lumière et la chaleur nous apporteraient un semblant de sécurité. Le crépitement des flammes et les ombres dansantes sur les arbres autour de nous faisaient naître un malaise persistant, mais nous essayions de garder notre calme. Peu après minuit, un éclat de lumière nous a brusquement réveillés. Une lueur vive émanait de la direction de la tente. Mon cœur s'est immédiatement emballé. Nous nous sommes tournés vers la tente et avons vu une silhouette projetée sur la toile, immobile, debout à l'intérieur. Elle nous observait. Le souffle coupé, nous sommes restés figés, incapables de détourner nos yeux de cette forme inquiétante. La silhouette ne bougeait pas, comme si elle attendait, nous surveillant dans un silence absolu. Le feu de camp, bien que toujours vif, semblait ne plus pouvoir réchauffer l'atmosphère glaciale qui s'était soudainement installée autour de nous. Pedro murmura à peine. « Tu vois ça ?» J'hochai lentement la tête, incapable de trouver les mots. Tout en nous criait de fuir, mais nous étions comme paralysés, fascinés et terrifiés par cette présence silencieuse. Le matin suivant, nous nous sommes réveillés avec l'espoir que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Pourtant, en sortant de la tente, nous avons vu que la tente mystérieuse avait disparu, comme si elle n'avait jamais été là. Mais l'impression de malaise persistait. Pedro, encore secoué, insistait pour qu'on parte immédiatement, mais je sentais qu'on devait comprendre ce qui s'était passé. Malgré mes réticences, Pedro a décidé de fouiller les alentours. Il pensait que peut-être quelqu'un jouait un mauvais tour ou qu'il y avait une explication logique. Pendant qu'il s'éloignait pour explorer, je suis resté au campement, essayant de rester vigilant. Quelques minutes ont passé, puis des heures. Pedro ne revenait pas. L'inquiétude a commencé à me ronger. J'ai crié son nom plusieurs fois, mais seul l'écho de ma propre voix me répondait. C'était comme si la forêt elle-même avait avalé Pedro, ne laissant aucune trace. Un frisson me parcourut l'échine. Je savais que quelque chose d'anormal se passait, et que je n'étais plus seul. La disparition de Pedro m'avait laissé seul avec une angoisse grandissante. Chaque bruissement des feuilles, chaque craquement de branches amplifiait ma paranoïa. Je sentais un regard constant peser sur moi, comme si quelque chose ou quelqu'un m'épiait depuis l'obscurité environnante. À bout de nerfs, j'ai décidé de retourner au campement pour rassembler nos affaires et quitter cet endroit maudit. Mais en arrivant, mon sang se glaça, la tente mystérieuse était de nouveau là, comme si elle n'avait jamais disparu. Cette fois, une lumière douce émanait de l'intérieur, projetant deux silhouettes sur la toile. L'une d'elles ressemblait étrangement à Pedro. Terrorisé, je m'approchai doucement, incapable de détourner les yeux. Avant de pouvoir appeler son nom,
je sentis un souffle glacial sur ma nuque et une main froide se poser sur mon épaule. Mon instinct me hurlait de fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. Je savais que quelque chose d'autre, quelque chose d'inhumain, se tenait derrière moi. La dernière chose dont je me souviens, avant que tout ne sombre dans l'obscurité, fut le murmure d'une voix inconnue, douce et terrifiante à la fois, qui chuchotait à mon oreille. « Tu es le prochain. » Je me souviens encore de cette première matinée dans la forêt. Le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles nous avaient réveillés doucement. Nous étions 6 scouts, tous excités par l'aventure, sous la supervision de notre instructeur, Marc, un homme expérimenté et toujours calme. Après avoir quitté nos sacs de couchage, nous avons commencé à nous préparer pour la journée. C'est alors que j'ai remarqué les premières traces au sol, juste à côté de ma tente. Au début, je pensais que c'était simplement les empreintes de l'un d'entre nous qui avait peut-être fait un petit tour pendant la nuit. Mais en y regardant de plus près, quelque chose n'allait pas. Les empreintes étaient étranges, comme si elles appartenaient à un homme, mais les proportions étaient anormales. Les doigts semblaient plus longs, presque déformés, et l'espacement entre les pas était irrégulier. Je me suis accroupi pour les examiner, sentant une drôle de sensation dans mon estomac. « Marc, tu devrais venir voir ça, » ai-je appelé, ma voix légèrement tremblante. Il est arrivé avec son calme habituel, mais je pouvais voir son regard se durcir en observant les traces. « Ce n'est rien, » a-t-il dit, tentant de nous rassurer. « Probablement un animal étrange que nous n'avons jamais vu. Ne vous inquiétez pas. » Mais comment ne pas s'inquiéter? Ces empreintes entouraient toutes nos tentes, et nous étions sûrs qu'aucun de nous n'était sorti durant la nuit. Quel genre d'animal pouvait laisser de telles marques? Et pourquoi se serait-elle arrêtée juste devant nos abris, sans entrer? Le doute s'insinuait doucement en moi, et je savais que je n'étais pas le seul à ressentir ce malaise. Le deuxième matin, les choses avaient déjà pris une tournure étrange. Lorsque nous avons ouvert nos tentes, les empreintes étaient là, encore plus proches de nous. Cette fois, elles semblaient converger vers nos abris, comme si quelque chose ou quelqu'un s'était arrêté juste devant chaque tente, observant peut-être ce qui se passait à l'intérieur. L'espace entre chaque trace avait diminué, et la forme des empreintes semblait encore plus déformée. J'ai jeté un coup d'œil à mes amis, leur visage pâle trahissant leur inquiétude, et j'ai vu que notre instructeur, Marc, semblait de plus en plus nerveux. Il a regardé autour de lui, analysant les traces, puis s'est dirigé vers nous, l'air plus grave qu'à l'accoutumée. « Écoutez, je suis sûr qu'il y a une explication logique à tout ça. Peut-être des animaux sauvages, ou un autre groupe de campeurs qui s'amusent avec nous, » dit-il en essayant de cacher sa propre anxiété. Mais sa voix n'avait pas la même certitude qu'hier. Pourtant, rien ne semblait rationnel dans cette situation. Les traces étaient trop nettes, trop régulières, et il n'y avait aucune marque de pas humaine ou animale que nous pouvions reconnaître. Au fur et à mesure que la journée avançait, l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. La forêt, qui devait être notre refuge, commençait à se transformer en quelque chose de menaçant. La nuit suivante, des bruits incompréhensibles ont commencé à se faire entendre autour du camp. Des craquements dans les arbres, des bruits de frottement, des sifflements étouffés. Au début, nous pensions que c'était juste le vent, mais ces bruits avaient une qualité étrange, presque calculée. Quelque chose ou quelqu'un semblait se déplacer autour de nous, mais à chaque fois que nous allions voir, il n'y avait rien. À un moment donné, j'ai cru voir une silhouette se déplacer dans l'ombre, mais quand je me suis retourné, elle avait disparu. Le cœur battant, je me suis dit que j'étais probablement victime de mon imagination, mais la sensation d'être observé ne me quittait pas. La question qui me hantait alors était, si ce n'était pas un animal, et si ce n'était pas un autre groupe de campeurs, alors quoi ou qui était responsable de ces empreintes, et pourquoi ces bruits terrifiants dans la nuit? Le troisième jour, la situation a pris une tournure encore plus terrifiante. En nous levant, les empreintes étaient là, comme d'habitude, mais cette fois, elles ne se contentaient pas de tourner autour des tentes. Elles étaient directement à l'intérieur, comme si elles s'étaient immiscées dans nos espaces privés pendant la nuit. Je me suis approché de ma tente, mon cœur battant la chamade. Les traces étaient nettes sur le sol, comme si quelque chose avait franchi l'entrée de la tente, laissant des empreintes à moitié effacées sur le sol humide. J'ai glissé ma main sur la toile de la tente, cherchant à comprendre comment cela pouvait être possible. Nous n'avions pas bougé pendant la nuit, et aucune de nos affaires n'avait été déplacée. Mais ces empreintes, elles étaient là, irréfutables. Je suis sorti précipitamment, les autres escrocs déjà rassemblés autour des tentes. Marc, cette fois, semblait vraiment inquiet. Il examinait les traces sous tous les angles, se frottant la nuque comme s'il cherchait une réponse logique. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Personne n'est sorti. » L'air devenait plus lourd à chaque minute qui passait. Les arbres semblaient se refermer autour de nous,
comme si la forêt elle-même nous emprisonnait. Les bruits de la nuit précédente s'étaient intensifiés, mais ce matin-là, c'était comme si tout était étrangement silencieux, presque trop calme. Nous avons décidé de faire une exploration autour du camp, mais aucune explication claire n'a émergé. Il n'y avait pas d'animaux, pas de traces supplémentaires. Rien d'autre. Mark nous a donné l'ordre de sécuriser le camp, de rester près du feu et de garder nos lanternes allumées. Il semblait réfléchir à haute voix, essayant de rester rationnel face à l'irrationnel. Mais son air perdu ne m'a pas échappé. Il était aussi pris au piège que nous. Nous avons tenté de nous distraire en faisant des jeux et en partageant des histoires autour du feu, mais l'angoisse était palpable. Il n'y avait plus de confiance dans l'air. Plus aucun de nous ne voulait être seul, et chaque bruissement des feuilles nous faisait sursauter. La question n'était plus de savoir si nous devions quitter le camp. La question était maintenant de savoir qui ou quoi était si déterminé à nous suivre, et pourquoi il s'était approché de nous si près. La 4e nuit fut la plus étrange et la plus terrifiante de toutes. Alors que nous étions tous rassemblés autour du feu, essayant de nous rassurer mutuellement avec des paroles qui, je le savais, n'avaient plus aucun effet, quelque chose d'encore plus perturbant se produisit. Nous n'entendions plus les bruits habituels de la forêt. Pas un seul craquement dans les arbres, pas un seul bruissement d'animaux. C'était comme si la forêt entière retenait son souffle. Mark avait décidé de mettre en place une vigie cette fois-ci. Nous devions tous rester éveillés et surveiller les alentours. J'étais désespéré, mes yeux se fermaient tout seuls, mais je n'osais pas dormir. Nous étions dans une tension palpable, chacun de nous sentant une présence invisible nous observer. C'était comme si la forêt elle-même nous enfermait, nous empêchait de partir. Et alors, les bruits ont recommencé. Tout d'abord, c'était léger, à peine perceptible, des souffles dans l'air, comme si quelqu'un ou quelque chose s'était caché dans les ombres, respirant doucement, attendant. Puis, soudainement, un bruit métallique, comme si quelque chose heurtait un arbre, ou se glissait entre les roches. J'ai tendu l'oreille, mais il n'y avait personne. Aucun de nous n'avait bougé, aucun des animaux habituels n'était visible. Il n'y avait que cette présence oppressante, ce sentiment croissant que quelque chose se rapprochait. Soudain, j'ai vu une silhouette se glisser dans la lueur vacillante du feu. Mon cœur s'est arrêté. C'était rapide, à peine un mouvement flou, mais j'avais vu quelque chose. J'ai crié, et tous les regards se sont tournés vers l'endroit où je pointais. Mais il n'y avait rien. Rien, à part les ombres dansantes des arbres. Mark, toujours calme mais visiblement tendu, s'est précipité pour vérifier. Il a fait le tour de notre campement, a vérifié les alentours, mais n'a rien trouvé. À ce moment-là, un cri perça la nuit, un cri déchirant, presque humain, mais pas tout à fait. Il venait de la forêt, profondément à l'intérieur. Nous avons tous sursauté, le sang gelé dans nos veines. Ce cri, je le reconnaîtrai toujours, il n'était pas celui d'un animal. Il n'était pas humain non plus. Mark a immédiatement ordonné à tout le monde de se regrouper autour du feu. Chacun de nous était terrifié, les yeux écarquillés, cherchant des réponses dans l'obscurité. Mais rien ne venait. Le silence est revenu, lourd et pesant, comme si la forêt elle-même avait avalé le cri. Ce n'était plus une simple inquiétude. C'était devenu une certitude. Quelque chose était là, avec nous, et ce n'était ni un animal, ni un autre groupe de campeurs. Nous étions loin de chez nous, encerclés par une force que nous ne comprenions pas. Et cette force se rapprochait de plus en plus. Le matin du 5e jour, nous n'avions plus la moindre illusion. Le camp était devenu un endroit de terreur. Nous étions tous trop épuisés pour réfléchir clairement, mais une chose était devenue évidente. Les empreintes étaient maintenant partout, envahissant chaque recoin de notre campement. Elles se dirigeaient cette fois directement vers nous, comme si elles avaient l'intention de nous encercler. Je me suis levé en premier, un froid glacial envahissant mes os. En regardant autour de moi, je vis les traces s'approcher encore plus près, cette fois à l'intérieur de nos tentes. J'ai vu l'une d'elles, à peine visible, sous ma tente, comme si quelqu'un ou quelque chose était entré sans que nous le remarquions. Mais comment cela était-il possible? Nous n'avions vu personne la nuit dernière, et personne ne pouvait sortir sans être vu. Mark était déjà en train de discuter avec les autres. Il avait l'air totalement dépassé, comme s'il était conscient que quelque chose d'inexplicable se passait, mais il refusait de l'admettre ouvertement. « On doit partir » a-t-il dit brusquement. « Maintenant » Nous avons tous ramassé nos affaires aussi vite que possible, sans un mot, mais au moment où nous avons commencé à quitter le camp, quelque chose d'encore plus horrible se produisit. Des bruits lourds, comme des pas imposants, résonnèrent autour de nous. Nous nous sommes tous figés, cherchant d'où cela venait. Mais il n'y avait personne. Pas un seul être humain en vue. Nous étions seuls, et pourtant, nous ne l'étions pas. Soudain, l'un de nos amis, Julien, cria.
Il avait trouvé quelque chose dans la boue près de la rivière. C'était un objet étrange, couvert de terre. C'était une sorte de symbole, gravé sur une pierre. Un symbole qui semblait ancien, presque surnaturel. Mark s'est précipité pour l'examiner, mais il n'a rien dit. Il était blême. Il savait, comme nous tous, que nous n'étions pas seuls. Il savait que la forêt nous retenait, que les empreintes, les bruits, les ombres, tout cela n'était pas le fruit de notre imagination. En essayant de fuir, le sol sous nos pieds s'est soudainement ouvert. C'était comme si la terre elle-même nous rejetait, nous engloutissait. Les arbres semblaient se pencher vers nous, comme s'ils voulaient nous saisir. Nous avons couru dans la direction du campement voisin, mais les empreintes nous suivaient, toujours plus proches, et l'air était lourd, comme si quelque chose de maléfique nous pourchassait. Ce n'était plus une question de savoir ce qui se passait. Nous savions maintenant que nous n'étions pas seuls. Et cette chose, ces empreintes, ce symbole, c'était un avertissement. Nous n'avions pas seulement dérangé la forêt, nous avions réveillé quelque chose qui attendait depuis longtemps. Et il était désormais trop tard pour s'échapper.